Alors les Français, d'après les enquêtes internationales dont on dispose, sont pas très satisfaits de leur emploi, sont assez stressés. Ils trouvent que le stress a une incidence sur leur santé, donc ça c'est quelque chose d'assez objectif. Par ailleurs, ils sont assez mécontents du dialogue au sein de l'entreprise. Ils trouvent que les syndicats ne sont pas très utiles pour sauvegarder l'emploi, en tout cas ils ne leur font pas confiance. Ils pensent que le management ne les consulte pas assez. Donc on a tout un faisceau d'indicateurs un petit peu convergents qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne semble pas fonctionner très bien en France et qui nous interroge parce que c'est évidemment une source majeure de mal-être et qui forcément a une implication en termes de santé publique, en termes de qualité des relations, et c'est quelque chose sur lequel certainement on aurait vocation à agir et de façon assez rapide. Oui, alors effectivement, il y a un paradoxe. D'un côté, ils ne sont pas très satisfaits, ils sont même très stressés, et en comparaison internationale, c'est très fort. Et en même temps, quand on leur demande est-ce que vous êtes content du régime de temps de travail, est-ce que vous travaillez le dimanche, est-ce que vous travaillez le samedi, ils sont plus favorisés que les autres salariés européens. On a mis en place un système social dont on peut être fier à assez juste titre. Et donc il y a ce décalage entre une certaine réalité objective et puis le ressenti en termes de stress. Alors, une possibilité, une explication possible, c'est que le droit du travail s'est extrêmement complexifié au cours des 30 dernières années. Et donc le contexte juridique est riche, mais mouvant, changeant, et visiblement ne satisfait pas les travailleurs puisqu'ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail et du stress que ça peut procurer. Donc, il faut vraiment s'interroger là-dessus. Alors quand on regarde dans le détail, c'est intéressant, le stress au travail est plus important pour les grandes entreprises, je crois qu'il y a 83% des salariés des grandes entreprises qui s'estiment stressés, et également plus important pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Au milieu, les entreprises moyennes, on est dans la moyenne européenne, et je ne dis pas que ça soit parfait, mais en tout cas c'est mieux qu'aux deux extrêmes. Et dans les grandes entreprises, ça doit nous interroger parce que ce sont par ailleurs les entreprises qui ont la plus forte représentativité syndicale, donc les salariés ont des interlocuteurs s'ils le souhaitent, et en même temps, vous avez cette difficulté donc, en termes de stress, de management, ils ont l'impression d'être stressés et pressurisés. Ce sont aussi les entreprises qui ont le plus recours à des rémunérations variables, basées sur des indicateurs chiffrés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Ce n'est pas le cas dans tous les pays qu'on rémunère autant les salariés à la performance. Et ça, c'est une source de stress, surtout quand les objectifs sont chaque année révisés à la hausse. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette relation du travail au niveau des grandes entreprises qu'on peut peut-être attribuer au fait que c'est difficile pour une entreprise de promouvoir et de juger un salarié compte tenu de la complexité du code du travail. On ne peut pas forcément le juger sur des indicateurs qualitatifs en disant tu fais bien ou pas bien ton travail. Et donc du coup, on se base sur des indicateurs chiffrés mais qui, à mon avis, sont générateurs de stress. Dans les petites entreprises, c'est un petit peu différent. Je pense que c'est là, pour le coup, un problème de représentation syndicale. Les salariés ne sont pas forcément couverts. Et à ce moment-là, le Code du travail, qui est très riche, contient des dispositions qui ne les aident pas forcément. Et le taux de syndicalisation des salariés est extrêmement faible. Il est de 5% dans le secteur privé. Alors effectivement, la mobilité, c'est un point essentiel. Quand on n'est pas content dans son emploi, idéalement, dans un monde parfait, il faudrait changer, trouver un autre emploi ailleurs, si possible aussi bien payé, aussi intéressant, etc. Dans un monde où il y a du chômage, et on vient de traverser une crise très grave, c'est pas si simple que ça. Donc il faut réfléchir à l'idée qu'on peut essayer d'accompagner les mobilités de façon à ne pas forcer les gens à rester toujours dans le même environnement, mais pouvoir s'adapter et bouger en permanence. Il y a plusieurs pistes dans une période transitoire d'accompagner le salarié en lui donnant des éléments de rémunération complémentaires s'il passait d'un emploi bien payé mais stressant à un emploi un petit peu moins payé parce qu'il redémarre dans un nouveau secteur d'activité pour compenser la perte d'expérience et de salaire dont il peut faire l'expérience. Une autre piste, à mon avis, très intéressante, c'est de réfléchir à la façon dont le Code du travail s'articule dans ces différentes dimensions. Il y a la protection de l'emploi, mais qui est un petit peu compliquée. Il y a la formation professionnelle et il y a l'assurance chômage, les trois grandes composantes du Code du travail. Et l'assurance chômage, elle est probablement mal adaptée, elle est trop plate dans le temps, elle devrait être un peu plus dégressive, quitte à être un peu plus élevée au début et diminuer progressivement dans le temps, plutôt d'être basse tout de suite, parce que là, le risque de chômage fait peur.
Et surtout, je pense que c'est au niveau de la formation professionnelle qu'il faut agir. On sait qu'elle ne fonctionne pas très bien, plusieurs rapports l'ont dit. Il faut essayer de faire en sorte que les entreprises aient vocation à former leurs salariés en amont, c'est-à-dire pas au moment des plans sociaux, pas au moment du risque de chômage, mais avant et de façon continue, et qu'on les incite à faire ça de façon à ce que ça soit dans l'intérêt des salariés. Et donc ça veut dire qu'il faut probablement moduler les cotisations sociales des entreprises en fonction de du caractère citoyen de la formation qu'elles peuvent apporter à leurs salariés.